Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour. On va revenir sur cette mobilisation lors de la journée d'hier. Mobilisation quand même notable, 500 000 manifestants à travers la France, le double selon la CGT. On va voir comment vous proposez d'y répondre, vous, du côté de ce que fut la majorité présidentielle, du côté du camp d'Emmanuel Macron. Avant cela, les syndicats ensemble se réunissent en ce moment même pour décider des suites de ce mouvement. Est-ce que vous craignez qu'il y ait d'autres manifestations et que la journée d'hier ne soit qu'un début? Il n'y a pas à craindre qu'il y ait d'autres manifestations, c'est un droit et il est normal que les syndicats l'exercent s'ils souhaitent. Ce qui est certain, c'est qu'un nouveau gouvernement va s'installer. Pour le moment, il y a uniquement un Premier ministre. Il a dit qu'il retravaillerait sur le budget et que le budget prévisionnel de ce qu'avait proposé François Bayrou pour le moment était stoppé. Et donc il me semble important de lui laisser du temps pour s'installer, pouvoir continuer les discussions avec les partis politiques, mais aussi avec les syndicats, pour qu'ils puissent prendre en compte et trouver une voie de passage pour que nous puissions avoir une majorité pour voter un budget. Mais Sylvain Maillard, il y avait un point commun chez tous les manifestants hier, c'était la colère très forte exprimée contre Emmanuel Macron. Est-ce que vous l'entendez, cette colère, et surtout comment on y répond concrètement? Moi, ce que j'entendais beaucoup, c'est que beaucoup, et à juste titre, disaient que le travail ne payait pas assez. C'est ça qu'on entendait. Le travail ne paye pas assez et nous sommes d'accord là-dessus. On entendait beaucoup plus de justice fiscale, plus de justice sociale surtout. Oui, mais peut-être on y reviendra dessus. On peut parler grands agrégats et dire qu'il faut taxer plus les riches, on en reparlera si vous le souhaitez. Oui, on va en reparler. Mais très clairement pour monsieur et madame qui travaillent dans une entreprise qui gagnent 1 800 €, leur problème c'est pas qu'on taxe les riches, c'est comment je fais pour avoir un pouvoir d'achat plus important pour payer pour tout simplement la vie de tous les jours. Ça c'est votre avis, Sylvain Maillard. Oui, mais enfin moi, en tout cas, c'est ça que j'ai entendu comme grande demande, et je crois qu'ils ont raison. Et c'est là-dessus qu'il faut que nous puissions répondre. Est-ce que ces manifestants, il faut les écouter, ou est-ce qu'il faut dire finalement, certes, ils étaient, même s'ils étaient 1 million, comme le dit la CGT, ça veut dire qu'il y en a 60 et quelques millions qui n'ont pas manifesté? Non, moi je suis d'accord sur le fait que le travail ne paye pas assez en France. Je le dis régulièrement, y compris à votre antenne, travaille suffisamment. C'est pas tout à fait ma question. C'est est-ce que dans leurs revendications, donc qui ne sont pas que celles que vous donnez, il faut quand même prendre en compte, dire voilà, il y a besoin de justice fiscale, il y a besoin d'un certain nombre de choses. Il faut que on prenne en compte ce qui a été dit. Oui, mais on peut toujours, évidemment, qu'il faut toujours plus de justice fiscale, plus de justice sociale. Après, rentrons dans les mesures. En tout cas, ce que j'entends prioritairement, et ils ont raison, il faut que le travail en France paye plus. Nous avons trop de charges, nous avons trop de cotisations. Il est essentiel que le travail paye plus, parce que attendez, il n'y a pas que les manifestations. On est partout sur le territoire. Vous-même, vos envoyés sont sur vos journalistes ils le disent. Tout simplement, ça ne paye pas suffisamment. Il n'y a pas assez d'écart entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. On a entendu sur les antennes de France Info hier, mais aussi dans la rue, cette demande de justice sociale. Je voulais vous faire écouter Patricia Sanon, une retraitée. Elle était présente dans la manifestation à Marseille hier. J'ai travaillé jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite quasi misérable, et je ne peux plus supporter un monde où les nantis se gavent sur le compte des plus pauvres. Alors, je ne peux plus supporter un monde où les nantis se gavent. On lui donne quoi à Patricia, la taxe Zuckman sur les plus riches? Vous voyez, quand on l'écoute, évidemment qu'on n'a qu'une envie, c'est de dire elle a raison, au fond, elle a raison. On va aller un peu plus loin. Comment fonctionne notre système de retraite? Quand vous avez une petite retraite, c'est que vous n'avez pas cotisé suffisamment. Le propos qu'on vient d'entendre, ça cible particulièrement les plus riches. Mais après, on peut faire toujours... rentrons dans... Mais moi, je suis pour qu'on change le système de retraite. Pardon, vous savez, tout simplement, le système de retraite, il traduit exactement ce que vous avez cotisé tout au long de votre vie. On ne connaît pas la situation de cette dame, mais peut-être qu'elle n'a pas cotisé assez de façon subie pour X ou Y raison. Peut-être, mais un système de retraite, notre système à l'heure actuelle, il traduit les années durant lesquelles vous avez travaillé. C'est un système qui traduit, c'est pas une correction sociale, c'est un système qui vous permet, en fonction de ce que vous avez cotisé, de récupérer un montant pendant votre retraite. C'est pas un système social. Donc moi j'entends ce qu'elle dit, pour moi c'est deux revendications différentes. Elle estime qu'elle n'a pas assez d'argent pour 67 ans, 68 ans pour vivre, et ça il faut l'entendre. Mais à côté de ça, on peut pas demander au système de retraite ce qui n'est pas conçu de faire. Ce que vous nous dites depuis le début de cette interview, Sylvain Maillard, c'est quand les gens réclament et
parle peu de sondages sur l'antenne de France Info, mais on va quand même le faire. Quand dans les sondages, les gens réclament plus de justice fiscale, quand on les entend dans nos reportages qui demandent plus de justice fiscale, vous leur répondez, c'est pas le sujet c'est faut que le travail paye. Il peut pas y avoir, d'un point de vue, j'allais dire presque philosophique et politique, l'idée qu'un certain nombre de Français juste demandent plus de justice fiscale, à vos yeux. Mais moi, ce que j'entends, je pense que c'est assez démagogique en réalité, parce que vous pouvez taxer les plus riches, qui vous considérez déjà des riches, déjà eu ce débat, qui est riche, qui n'est pas riche. Vous pouvez toujours plus taxer. D'ailleurs, on est le pays qui taxe le plus. Et vous pouvez toujours penser qu'on ne taxe pas suffisamment. Moi, ce qui m'importe... C'est la démocratie aussi qui dit ça, bien sûr, peut-être que si les Français veulent taxer, peut-être qu'il faut le faire. Mais peut-être, c'est la démocratie, vous avez tout à fait raison. Moi, je défends un point de vue, et j'ai le droit. Enfin, en démocratie, je suis pas obligé de dire toujours tout ce que peut penser même une majorité. Je défends des idées. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait du mérite, de la réussite pour créer des emplois, et que si on fait tout, qu'on taxe, et donc on revient à un système comme on a connu en URSS, que c'est un système où tout s'écroule, tout simplement. Mais c'est ça. On est déjà un pays qui taxe énormément. Moi, ce que j'entends, c'est une dame, et là vous venez de le diffuser, qui dit qu'elle n'a pas suffisamment pour vivre. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut entendre, et c'est à ça qu'il faut répondre. Aucune taxe. En plus, vous aviez dit la taxe Zucman, c'est une sombre connerie. Je vous cite. Vous proposez quoi du coup? Aucune taxation supplémentaire des hauts revenus? Oui, je pense que la taxe Zucman est une connerie. D'ailleurs, vous l'avez largement dans l'ensemble des chaînes diffusées. D'ailleurs, je trouve parfois sans trop de contradictions, parce que c'est un système quand même qui fait que tout simplement, vous voulez créer votre entreprise et votre entreprise se développe. Vous n'avez plus si vous ne gagnez pas d'argent dans votre entreprise, vous n'avez qu'une solution, c'est quitter la France. Pardon, on a posé tous les termes du débat sur l'antenne dans l'espèce. J'ai eu l'occasion d'écouter Monsieur Zucman sur toutes les chaînes dessus. Je trouvais que parfois il n'y avait pas tellement de contradictions. On l'écoutait. Il y a aussi eu des économistes avec des avis, divergents. J'aurais voulu avoir une contradiction, parce que nous on a eu un débat à l'Assemblée nationale qui était très riche d'ailleurs sur la taxe Zucman, qui était très intéressant, sur lequel on est rentré dans les détails de le fonctionnement de cette taxe. Et honnêtement, oui, je redis, c'est une connerie. Il faudra qu'on ait une discussion avec le Parti socialiste. Vous savez très bien qu'ils le mettent en exergue. Il faudra un compromis, et ça, nous en parlerons. Oui, vous avez raison. Il faut en tout cas, la justice fiscale et sociale. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est que les plus fortunés ne payent pas au moins autant d'impôts que les autres. C'est ça la vraie discussion. Et comment ils font dans des différents mécanismes, on connaît très bien, fonctionner sur des holdings, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exemption de l'impôt. C'est ça la vraie réponse. Quand vous dites, vous l'avez évoqué, il faudra de toute façon tenter un accord avec le Parti socialiste, donc avancer, ça veut dire que vous êtes conscient qu'il faudra peut-être bouger sur ce sujet. Est-ce que pour vous, la taxe Zucman, quel qu'en soit le taux, certains ont évoqué des taux plus ou moins bas, le taux proposé par Gabriel Zucman est 2%, mais certains ont évoqué des taux plus bas. Est-ce que pour vous, c'est une ligne rouge? Est-ce que vous dites, moi, s'il y a une taxe de ce type-là, quelle qu'elle soit, moi, le budget, je ne le vote pas? Je suis contre l'augmentation des taxes. Je pense qu'on taxe déjà suffisamment en France. Mais sur la taxe Zucman, mon problème, c'est pas le taux, en réalité. C'est la base de la taxe Zucman. C'est la soyez 2, 3, 4, 5. C'est que si vous prenez l'outil productif dans lequel vous travaillez comme base de taxe, ça veut dire que une partie des entrepreneurs, et surtout sur les nouvelles technologies, partiront de France. Est-ce que dans ces conditions-là, vous pourriez ne pas voter le budget? On va discuter en fait avec l'ensemble pour trouver. Pour moi, l'essentiel c'est d'avoir un budget. Je pense que c'est essentiel de pouvoir. Et pour avoir un budget, il faut avoir les socialistes. Et les socialistes ont dit, on met la barre haute dans ces négociations. Qu'est-ce que vous allez leur donner comme objet politique symbolique aux socialistes pour qu'ils acceptent de voter un budget? Je pense que d'abord on va voir, et les négociations ont commencé. On discutera autour c'est le Premier ministre qui doit animer cette discussion. Nous, ce que l'on a dit, c'est qu'en tout cas sur la taxe Zucman, c'est impossible en l'état de pouvoir fonctionner si on ne change pas la base de cette taxe. On va se tirer une balle dans le pied. Il faudra enlever par exemple le patrimoine professionnel. Mais bien sûr, parce que sinon, j'ai pris souvent l'exemple, mais d'autres de Mistral, dont une société qui vaut plusieurs milliards, mais qui gagne pas 1 euro. Et les propriétaires ne sont pas capables de payer cette taxe. Donc qu'est-ce qu'ils feront? Ils partiront aux États-Unis ou ailleurs parce qu'ils ne pourront pas payer cette taxe. Donc c'est très important, nous, de faire en sorte d'avoir un impôt qui est payable, c'est-à-dire pas uniquement un impôt symbolique. On a dit qu'on ouvrait la discussion avec les socialistes. Il n'y a pas de ligne rouge.
Il n'y a pas de ligne rouge, il y a un tabou, pourtant un autre tabou dans votre famille politique, c'est celle des aides aux entreprises. 2200 dispositifs d'aide pour un total de 270 milliards d'euros par an, selon un livre qui vient de sortir, Le Grand Détournement, Caroline Michel, Mathieu Aron. On y apprend que ce sont les plus grosses entreprises, celles qui font déjà des millions de bénéfices, qui perçoivent le plus d'aides, sans quasiment aucun contrôle sur leur efficacité. Est-ce que ça serait une bonne idée de revoir ces aides, ou là aussi, y toucher, c'est une connerie? Donc les aides aux entreprises, là, vous avez présenté ça de façon très globale. En fait, ça veut tout et rien dire. Par exemple, dans les aides aux entreprises, ce qui est compté, c'est la baisse de la TVA, par exemple, dans la restauration. Parce que c'est une aide ça, c'est quand on parle, pardon, de ce chiffre de 211 milliards qui vient... On est à 270, là. On n'était plus à 211, on est à 270 milliards. C'est une aide, par exemple, à la SNCF, un peu plus de 4 milliards à SNCF. Oui, il y a par exemple aussi LVMH qui fait 15 milliards d'euros de bénéfices en 2023 et qui a touché 275 millions d'aides cette année-là. C'est beaucoup pour une entreprise qui fait autant de bénéfices. Juste dessus, les aides, c'est une multitude de choses sur lesquelles, quand vous les additionnez, ça ne veut plus, à mon avis, plus dire grand-chose. On regarde sur LVMH, je ne connais pas le détail sur LVMH, est-ce que c'est des baisses sur les cotisations, comme bénéficie l'ensemble des entreprises à partir d'un certain niveau de salaire? Vous savez, sur les bas salaires, vous avez une baisse de cotisation, c'est peut-être ça. Toutes les entreprises en bénéficient. Moi, je me bats parce que le coût du travail en France est trop cher. Moi, je préfère qu'on paye mieux nos salariés plutôt que d'avoir des coûts et des cotisations plus importantes. Donc ça, c'est un combat pour moi qui est important. Je rappelle que, par exemple, en Allemagne, on a des coûts, on a 16 points de plus de cotisation en France qu'en Allemagne. Et alors qu'en Allemagne, j'ai l'impression qu'on a à peu près le même service public qu'en France. Je crois que nous avons trop de cotisations. Et donc les aides, comme vous dites, en tout cas cette partie des aides, sur LVMH, j'en sais rien, mais sur une partie des aides, une grosse partie, c'est un peu plus de 68 milliards. Elle bénéficie aux bas salaires qui permettent de baisser les cotisations. Surtout aux grosses entreprises qui ont un gros service juridique pour les aider dans la démarche, pour y voir quelque chose, pour y comprendre quelque chose aussi. Parce que dans la multitude d'aides, pour y voir clair, ce sont les multinationales qui elles-mêmes dégagent beaucoup de bénéfices. Alors, sur les cotisations, sont le mieux armés pour... Ce n'est pas vrai. Sur les cotisations, c'est tout à fait automatique, puisque ça se calcule automatiquement. Quand vous faites la fiche de paye, c'est 68 milliards, c'est n'importe quelle entreprise. Tous les chefs d'entreprise ou tous les salariés qui nous écoutent le savent très bien, c'est un truc totalement automatique. Il y a d'autres aides, vous avez raison. Est-ce qu'il faut conditionner certaines aides? Sûrement. Lesquelles? Sur les baisses de cotisation, par exemple, quand vous faites, moi sur le crédit impôt recherche, je pense qu'il faut beaucoup plus conditionner. Je pense que quand vous aidez une entreprise sur un développement, une nouvelle ligne de production, on a beaucoup aidé à travers France 2030. Je pense qu'il faut un peu plus conditionner, tout simplement faire en sorte que quand on investit, nous-mêmes, la puissance publique investit dans une entreprise, au fond qu'elle ait un rendu et que si ça marche, qu'elle puisse en bénéficier, pas uniquement un don en fait. Je pense qu'il faut qu'il y ait une contrepartie. Un dernier mot sur ce sujet, Sylvain Maillard, vous êtes, et on l'entend, plutôt d'une tendance libérale. On voit quand même que... C'est pas un gros mot, hein? Non, je suis un libéral. Je ne passais pas du tout ni ce que je disais, ni ce que j'insinuais. Vous êtes donc d'une tendance plutôt libérale. Quand on lit les sondages, quand on voit ce que disent les Français, ce que disent les partis politiques aussi, sur le sujet de la fiscalité, est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression d'avoir complètement perdu la bataille de l'opinion ? Je pense que la bataille de l'opinion, ce qui est extrêmement difficile, c'est quand il y a un besoin, et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre reportage, quand on travaille et qu'on n'y arrive pas à la fin du mois. Et ça, là-dessus, je crois que c'est vraiment la réponse la plus forte que nous devons donner, faire en sorte que... C'est pas pour autant que les gens veulent moins de prélèvements obligatoires. Que le brut se rapproche du net. Quand vous regardez ce que vous avez sur votre fiche de paye, en brut, ce que paye l'employeur et ce que vous touchez, c'est là où il faut qu'on travaille. Sylvain Maillard, vous restez avec nous. On se retrouve juste après l'essentiel de l'actualité en 1 minute avec Manon Lombard-Brunel. Les règles de sécurité ne sont pas suffisamment respectées dans les blocs opératoires. C'est ce qui ressort d'un document interne de l'AP-HP qu'a pu consulter France Info. Les checklists, les listes de vérification qui permettent d'éviter les erreurs médicales ne sont pas suffisamment bien remplies selon ce document. Près d'un patient sur 3 de l'assistance publique ne bénéficie pas d'une checklist complète. Une centaine de personnes ont été interpellées hier à Paris. 89 d'entre elles ont été placées en garde à vue. Nouveau bilan du préfet de police de Paris, Laurent Nunez,
Agnès sur France Info ce matin. Les syndicats doivent se rassembler de nouveau pour décider de la suite à donner à ce mouvement. Dans le Finistère, 3 anciennes aides-soignantes d'un EHPAD de Pleven ont été condamnées hier. Condamnation de 18 mois avec sursis à 1 an ferme pour avoir humilié une résidente. C'était en juillet 2023. La scène a été filmée par l'une d'entre elles. Et puis en tennis, Yannick Noah choisi par Roger Federer, l'ancien vainqueur de Roland-Garros, prend la tête de l'équipe européenne de la Lever Cup, compétition créée en 2017 par Roger Federer en personne. Le début de cette 8e édition, ça commence aujourd'hui, ça se passe à San Francisco aux États-Unis. France Info. Le 8-30 France Info, Adrien Beck, Camille Vigogne-Lecoat. Sylvain Maillard, vous êtes toujours avec nous sur France Info. Hier, Emmanuel Macron a accordé une interview à une grande chaîne de télévision israélienne. Il a tenu des propos fermes à l'égard d'Israël. Vous causez tellement de victimes civiles et de pertes humaines que vous détruisez complètement l'image et la crédibilité d'Israël, non seulement dans la région, mais aussi dans l'opinion publique partout dans le monde. Sylvain Maillard, vous êtes membre du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Israël est en train de détruire totalement son image et sa crédibilité, selon le président de la République. Vous êtes d'accord avec ces propos ? D'abord, je trouve que c'est une bonne idée que le président de la République aille s'expliquer sur la reconnaissance de la Palestine sur une chaîne israélienne. Je pense que c'est bien. C'est aussi il est dans son rôle et même si évidemment la population israélienne y est opposée, je trouve que c'est bien qu'il aille répondre aux questions. L'Israël est une démocratie, c'est un peuple ami, c'est important qu'il puisse le faire. Sur le fond de ses propos ? Vous connaissez ma position. Moi, je ne suis pas favorable au fait qu'on reconnaisse la Palestine à l'heure actuelle parce qu'il y avait des conditions qui avaient été posées, entre autres la libération des otages, le désarmement et la fin politique du Hamas dans la bande de Gaza et que ces conditions ne sont pas remplies. Donc vous assumez d'être sur une ligne opposée à celle du Quai d'Orsay aujourd'hui ? Oui, j'ai toujours été très clair là-dessus. Ce que je sais, c'est que le président de la République ne va pas uniquement prendre la parole lundi pour annoncer une reconnaissance de la Palestine de façon très sèche. Et il arrive avec les Saoudiens, avec le prince Mohamed Ben Salman, et ils vont faire des propositions assez fortes lundi, qui seront un plan beaucoup plus structurant pour la région. Et donc j'attends avec impatience les propositions et les engagements qui seront pris de part et d'autre. De quelle nature ? C'est au président de la République de les annoncer lundi prochain. Mais il vous en a parlé de toute évidence. C'est au président de la République d'en parler lundi prochain. Pour vous, ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide, Sylvain Maillard ? Non, c'est pas moi de dire, c'est un terme juridique, le génocide. J'ai bien compris qu'on en avait fait un terme politique. C'est la guerre. La guerre, c'est horrible. La guerre en Ukraine est horrible. La guerre à Gaza, c'est horrible. Je vous pose la question parce que oui, ouais, c'est. Et il y en a partout. Il y a 102 conflits. À l'heure actuelle, il y a 102 conflits à travers le monde à l'heure actuelle. C'est pour ça que la qualification de génocide ou pas est importante parce que ça place la guerre justement dans une autre dimension. À Genève, une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU a accusé Israël de génocide à Gaza justement cette semaine. C'est un terme juridique. Les chercheurs, les juristes, on verra dans le temps, diront ce qui se passe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut trouver le plus rapidement possible une solution politique. J'ai toujours dit, je pense que Israël, les termes qu'a employé le président de la République, je ne suis pas loin de penser la même chose. Dire que la façon, on a le sentiment que Netanyahou n'a pas de but de guerre et que cette guerre continue sans fin. Donc c'est pour ça que aussi le président de la République fera des annonces fortes. Mais après, sur la temporalité de la reconnaissance de la Palestine, je vous ai dit ce que j'en pensais. Mais pour vous, ce qui se passe à Gaza, c'est simplement la guerre ? Non, je dis juste que la guerre est horrible. Et que quelle que soit la guerre en Ukraine est horrible, on n'en parle plus. Mais donc vous mettez sur le même plan ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe à Gaza ? C'est dans les deux cas, c'est deux guerres. C'est deux guerres. Deux guerres, oui, avec des motifs différents, mais c'est horrible la guerre dans ces cas-là. Et je le redis. Même si vous avez raison que c'est horrible dans tous les cas, je le redis, la guerre au Soudan est horrible. On n'en parle pas, la guerre au Soudan est horrible aussi. Les guerres, c'est terrible. C'est infamant, c'est horrible. Mais je dis, j'ai l'impression d'être assez clair. Je pense que Netanyahou, sur Gaza,
n'a plus de but de guerre. Et c'est la situation extrêmement difficile avec un gouvernement israélien où on ne comprend pas bien où il veut en venir. Et donc, je pense que c'est bien que le président de la République s'implique et essaye de trouver une solution. On apprend à l'instant, Sylvain Maillard, que le ministre de l'Intérieur demande au préfet de s'opposer à le fait d'arborer des drapeaux palestiniens sur les mairies le 22 septembre, donc le jour de la reconnaissance par Emmanuel Macron de la Palestine. Ces maires qui le font, qui braveront peut-être les interdictions, ils devront être sanctionnés? Bon, j'en sais rien, je ne suis pas favorable au fait qu'on pavoise du drapeau palestinien le lundi prochain. En tout cas, c'est ma position. Pourquoi? Parce que encore une fois, je pense que reconnaître la Palestine à l'heure actuelle, alors que les conditions, les otages n'ont pas été libérés et que le Hamas est encore à la manœuvre politiquement à Gaza. Ce sont des conditions qui ont été posées par la France en disant qu'on ne pouvait pas reconnaître tant que c'était pas ces deux conditions essentielles. On a encore des otages qui sont en train de croupir, des otages du 7 octobre, croupir dans les geôles, dans les tunnels affamés du Hamas. On a appris cette semaine que la Commission européenne envisageait de sanctionner Israël. Concrètement, il s'agirait de suspendre une partie du volet commercial de l'accord entre l'Union européenne et Israël. Vous êtes en faveur de ces sanctions économiques? Moi, les sanctions économiques, d'une façon générale, je trouve ça, c'est vraiment la dernière roue. Alors, quand on n'arrive pas à trouver une solution politique. On voit bien que là, il faut une solution politique. Là, on a besoin d'une solution politique. Mais comment? Parce que la solution diplomatique, c'est pas la bonne. La solution économique, c'est pas la bonne non plus. Mettre des drapeaux dans ce qui pourrait être un geste militant non plus. On fait quoi concrètement, Sylvain Maillard? Mettre des drapeaux sur une mairie, je crois que ça n'a jamais libéré des otages ou ça n'a jamais trouvé une solution. Vous êtes aussi opposé à la reconnaissance, à la voie diplomatique et à la voie économique. Parce que le lundi, si on fait une reconnaissance sèche de la Palestine, il se passe quoi le mardi en fait? Qu'est-ce que ça a changé? Et donc on fait rien? Donc non, je pense que le président de la République va faire une initiative, je me permets de vous le dire, mais c'est pas à moi de porter assez forte sur un projet plus large de résolution de ce conflit. Sylvain Maillard, sur un tout autre sujet, un peu plus léger, politique française, important quand même pour les Français. Dernier mot sur cette polémique qui concerne Anne Hidalgo, la maire de Paris, épinglée pour avoir fait passer en note de frais pour 84 000 euros de dépenses. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi notamment des vêtements, tout ça entre 2020 et 2024, des vêtements de luxe. Est-ce qu'il faudrait que les notes de frais des élus soient publiées, soient rendues publiques dans un souci de transparence? C'est une très bonne question. Moi, je suis pour qu'on ait le même système, au-delà des montants parfois qu'on nous donne sur des dépenses d'Anne Hidalgo. En fait, je suis pour le système qu'on a, nous, à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on est contrôlé directement par d'abord, on a des comptes, ce qu'on fait depuis 2017. Aléatoires. On parle déontologue de l'Assemblée, vos notes de frais ne sont pas publiques. Non. On a des contrôles puisqu'on a un expert comptable qui doit certifier nos comptes tous les ans. On dépose et il y a un contrôle tous les 3 ans, c'est vrai, tirage au sort après, et il peut y avoir plusieurs contrôles, c'est le déontologue qui décide en fonction de ce qu'il souhaite. Il faudrait un fonctionnement un peu comme dans une entreprise. Exactement, en fait c'est ça où je voulais en venir, on fonctionne comme ça dans n'importe quelle entreprise en France, vous avez des notes de frais, c'est-à-dire que vous dépensez et que vous arrivez avec vos notes de frais et votre employeur vous rembourse sur justificatif. Moi je trouve ça très bien, très confortable. Sur les notes, de rendre totalement transparent, il y a une vraie difficulté, c'est que par exemple, je prends des exemples, il y a certains, vous avez un rendez-vous avec tel ou tel politique, nous dans les discussions qu'on peut avoir de façon formelle ou informelle, vous n'avez pas forcément envie de rendre ça public. Donc voilà, je trouve que c'est important que le déontologue le fasse, c'est ce qu'il fait à l'Assemblée nationale. S'il y a des excès, vous avez tout un barème de, vous avez le droit de dépenser tant pour un repas, tant pour des fleurs, par exemple des gerbes de fleurs, tant pour un remboursement de voiture. Un costume, vous avez déjà fait passer un costume? Oui, par exemple les costumes, vous avez un montant. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les personnes en entreprise.
Alors ça dépend. Moi, par exemple, je suis aussi chef d'entreprise, je paye aussi les uniformes Enfin voilà, ça dépend ce que vous payez en fait. C'est un choix de l'entreprise, vous faites comme vous voulez. C'est au chef d'entreprise de décider s'il souhaite s'il estime ou si votre PDG ici à France Info estime que votre costume ne convient pas. Il y a beaucoup de professions, on n'a pas le choix de faire passer. Bien sûr, mais c'est le choix de l'entreprise de décider. Je trouve que c'est la même chose pour... voilà, l'essentiel, c'est que ça reste dans des sommes tout à fait justifiables et qui concernent votre métier. Merci. Moi, mon costume, il est pour mon métier. Quoi. Voilà, merci à vous, Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, d'avoir été avec nous ce matin dans le 8-30 France Info. Merci. Camille Vigogne, restez sur France Info. Les informés avec Renaud Dely arrivent dans quelques minutes.